Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 84. Aucun don n'est jamais vraiment gratuit. Si l'accession au trône de Théodebert s'est faite dans la douleur, la suite des événements s'enchaîne avec bonheur, à en croire Grégoire, avec paix, justice et générosité redevenant les vertus cardinales du Regnum Francorum, et je le cite. Théodebert étant venu, Childebert l'enrichit avec tant de présents que cela fit l'admiration de tout le monde. Car elle lui donna 3 paires de chacune des choses utiles, tant armes que vêtements et joyaux qui conviennent au roi. Il en agit de même pour les chevaux et les selliers. Guivald, apprenant que Théodebert était entré en possession du royaume de son père, revint d'Italie pour le trouver. Celui-ci, se réjouissant et l'embrassant, lui donna la 3e partie des présents de son oncle et ordonna qu'on lui rendît, des biens de son père Sigevald, tout ce qui était entré dans le fisc. Affermi dans son royaume, Théodebert se rendit grand et remarquable en toutes sortes de vertus, car il gouvernait ses États avec justice, respectait les prêtres et enrichissait les églises, secourait les pauvres et plein de compassion et de bonté, mit beaucoup de gens à leur aise, avec un grand nombre de bienfaits. Il remit généreusement aux églises d'Auvergne tous les tributs dont elles étaient redevables à son fisc. 10 livres d'histoire de Grégoire de Tours. L'une des caractéristiques notables de la société mérovingienne, que semble révéler Grégoire dans ce passage, hormis que le brillant Théodebert était un homme formidable, c'est bien la centralité de la pratique du don au VIe siècle. Bon, tout d'abord, soyons clairs, l'offrande ou le tribut comme pratique sociale n'apparaît pas tout à coup dans le monde grâce au roi Théodebert, car cet usage trace sans doute ses origines aux racines mêmes de l'humanité. Dans le cas du VIe siècle, par contre, on peut quand même y reconnaître la norme chrétienne de l'offrande, incluse notamment dans le discours religieux de l'époque où on attend du fidèle qu'il participe par sa générosité à l'édification de l'Église. Mais il y a aussi une autre tradition, romaine ou germanique, derrière le concept de versement d'un tribut. Notre cher Tacite ne disant pas autre chose au 1er siècle en déclarant « Il est d'usage que les cités offrent à leur chef un don en troupeau et en grains, auquel on contribue par tête et qui, reçu comme un honneur, subvient aussi à leurs dépenses. » C'est ce que nous avions rapporté, si vous vous rappelez, dans les tout premiers épisodes avec Hermann et Frida. Alors, on s'est permis de douter pendant la saison 1 du caractère totalement volontaire et bienveillant de ce genre de cadeau à l'attention des puissants dans les sociétés archaïques germaniques. Mais soyons honnêtes, nous n'étions pas dans la tête des gens et personne ne peut savoir exactement quelles contraintes sociales ou physiques s'exerçaient, ou même si le principe de ces mécanismes était plutôt accepté dans le fond, un peu à la manière des impôts dans nos sociétés modernes. Mais que les hommes du VIe siècle aient été convaincus de devoir livrer librement une offrande ou de devoir céder par la force un tribut, dans les deux cas, la finalité n'était pas très différente. On en restait dans du transactionnel pur. Un échange de richesses pour s'acheter la sécurité, la protection ou le calme auprès des puissances du moment. D'ailleurs, le mot latin de don, munus ou munera au pluriel, qu'on retrouve dans les mots monnaie ou rémunération, est employé précisément dans ce contexte un peu plus tôt sous la plume de Grégoire. Car c'est le même bon évêque qui nous explique qu'à la mort du père Théodoric le Fourbe, Théodebert a dû offrir des cadeaux, des munera donc dans le texte, à ses oncles pour les calmer et les dissuader de venir lui voler son héritage et son trône. Preuve donc que la bonne humeur et le désintéressement n'étaient pas toujours le facteur explicatif derrière ces cadeaux au haut Moyen-Âge, malgré le ton apaisant de l'évêque. Mais ceci dit, il y a bien une autre forme de don dans le passage de Grégoire qui ne vous a pas échappé dans ce texte. À l'inverse du premier cas de figure, où les possessions sont prises des mains des faibles vers celles des forts, l'inverse existe aussi,
où ce sont les puissants qui se montrent généreux et comblent de cadeaux leurs subordonnés, au point même où certains historiens ont pu y voir les traces d'une véritable économie du don, où la circulation économique dans un royaume se ferait principalement par ce mécanisme, géré par les aristocrates et autres rois, qui prélèveraient la richesse d'une main sur leur terre pour la redistribuer de l'autre. Alors, il semble bien clair qu'une telle interprétation est sans doute trop simpliste et qu'il y a plus à voir dans ces stratégies qu'une organisation économique généralisée. Non, toute l'économie du Haut Moyen Âge ne passait pas par le don, et les mécanismes plus classiques d'achat et de vente, d'offres et de demande existaient aussi à cette époque-là, comme le prouvent d'ailleurs les nombreuses mentions de Grégoire sur les marchands et les ton-lieux prélevés sur le commerce. D'ailleurs, les dons dont il est question semblent surtout circuler dans ce texte dans un cercle restreint d'individus aristocratiques et n'impliquent pas vraiment la masse de la population. Alors disons qu'on peut distinguer au moins 3 grands mécanismes dans ce passage qui sont structurellement au cœur de la philosophie du don au VIe siècle. D'abord, et ça semble le plus évident, sécuriser la fidélité de son cercle de pouvoir. En rendant à Guivald les territoires confisqués par Théodoric le Fourbe lors de l'exécution de son père, le brillant Théodebert fait plus que corriger l'injustice faite à son ami. Il décide de transférer une partie des cadeaux reçus de Childebert pour s'attacher à un fidèle qui le soutiendra sans faille et l'aidera demain dans l'exercice du pouvoir sur le terrain. Comme on l'a dit, l'idée même d'une fonction publique venue de Rome, où c'est l'État qui paye un salaire en échange d'un service effectué dans un coin de l'Empire, ou un autre, est en train de disparaître au Haut Moyen Âge. Et on le remplace progressivement par la fidélité personnelle et la mise en valeur d'un bout de territoire cédé comme récompense de la part d'un puissant, qui devient de fait votre patron personnel et plus du tout un État désincarné. Un modèle qui commence d'ailleurs furieusement à ressembler à la future féodalité. Deuxième mécanisme, la quête de prestige, clairement visible dans la générosité de Théodebert envers les pauvres et surtout les églises. Concrètement, pas de service attendu en retour directement ici, sinon peut-être des prières, mais une dépense généreuse qui rejaillit sur l'image royale, le grand bienfaiteur altruiste pour le royaume et son église. On est donc assez loin du modèle mis en avant dans les évangiles, pour être tout à fait honnête, lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 6, déclare « Que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père, qui est dans les cieux, te le rendra dans le secret. » C'est exactement l'inverse qu'on voit au VIe siècle, une stratégie de communication savamment orchestrée et qui contribue à solidifier la légitimité du souverain et son pouvoir en manifestant combien c'est de sa main que tout le royaume est enrichi, à commencer par les édifices religieux. Mais il y a un troisième cas de figure, au-delà des sécurisations de fidélité personnelle et d'un prestige général envers l'Église. Une autre logique qui apparaît avec Childebert dans ce passage. Et c'est évidemment la manœuvre politique. Car n'oublions pas le paradoxe de la situation que Grégoire nous raconte. Théodebert, le brillant, paye d'abord ses 2 oncles un véritable pot de vin pour leur faire lâcher prise lors de son héritage, et dans le paragraphe suivant, l'évêque enchaîne avec ce même Childebert, inondant à son tour son neveu de dons spectaculaires faits de chevaux, d'armes, de joyaux et même de vins précieux. Alors quelle est la logique dans tout ça? En réalité, le don de Childebert à son neveu est un don public, un don ostentatoire, fait d'objets spectaculaires, de cadeaux visiblement somptueux. Il éclate moins par sa valeur intrinsèque que par sa magnificence visible par toute la cour. Rien à voir donc avec le racket un peu minable, mais probablement plus coûteux, qu'a dû accepter Théodebert au début de son règne, en graissant littéralement la patte à ses oncles pour qu'ils l'oublient. Car le don d'un puissant a aussi un autre rôle au Moyen Âge. Un don asymétrique aux yeux de tous, sans réciprocité envisageable, où la générosité d'un aristocrate écrase littéralement celle de l'autre, et qui sert un but politique en plaçant symboliquement le donateur bien au-dessus du récipiendaire, en faisant le riche bienfaiteur prenant la place d'honneur dans la hiérarchie sociale et politique. C'est pour ça que Childebert a déployé le maximum de faste dans cette histoire. Et c'est pour ça que le brillant Théodebert a accepté sans broncher cette mascarade. Car lorsque Childebert adopte son neveu autour de 537, c'est parce qu'il est faible en fait, et qu'il lui faut un moyen de sauver la face vis-à-vis de ses leudes. Il est coincé littéralement, probablement obligé de céder par avance son royaume à son neveu, un homme encore plus riche et plus puissant que lui, pour éviter que ses propres hommes
ne se mette à s'agiter avec la perspective d'une vacance du trône à sa mort. Mais comment garder un minimum de crédibilité et d'autorité s'il doit admettre qu'il a besoin de son propre neveu, en mettant littéralement son royaume sous sa protection au travers de l'héritage qu'il lui garantit pour maintenir le calme chez lui? On frise là l'humiliation totale. Impossible de présenter la chose comme ça pour le brouillon. D'où cette mascarade où tout le monde va prétendre qu'il est le puissant du duo, qu'il lègue son royaume à son neveu comme s'il dotait généreusement un parent désargenté pour faire sa fortune. Une belle comédie, vu que Théodebert est déjà bien plus riche et bien plus puissant que lui, mais qu'il faut accepter pour préserver les apparences. Childebert couvre Théodebert de beaux cadeaux, que le brillant fait semblant d'accepter avec une gratitude bien surjouée, et surtout qu'il n'essaie pas d'égaler de son côté, comme si effectivement la générosité de son oncle le renversait littéralement. Il accepte l'optique défavorable pour laisser son oncle sauver la face, ce qui ne lui coûte pas grand-chose pour capter son héritage. Grégoire peut nous tourner la chose comme une belle note d'amour familial. La vérité, c'est que Childebert n'a pas eu d'autre choix que d'en faire des tonnes avec ses cadeaux, avec la complicité de Théodebert pour masquer la faiblesse terrible dans laquelle son manque d'héritier masculin l'a laissé. Au VIe siècle, les cadeaux pouvaient être beaucoup de choses en même temps. À peu près tout même, mais rarement des actes désintéressés.